Bonjour, bienvenue à Planète Terre. Merci d'être là pour cette nouvelle saison de l'émission des chercheurs du Cérium. Cette semaine, nous allons aborder deux sujets. D'abord, le Japon, qui a changé de gouvernement, un raz-de-marée électoral important. Nous allons discuter des raisons et des conséquences de ce changement avec Bernard Bernier, un spécialiste du Japon et un anthropologue à l'Université de Montréal. Ensuite, nous allons continuer notre série vers Copenhague. Vous savez, la grande rencontre de Copenhague en décembre qui décidera, du moins on l'espère, de la suite de Kyoto sur les changements climatiques. Alors cette semaine, nous allons discuter de la Chine et du charbon. Vous savez, cette matière qui est un fort élément de dégagement de gaz à effet de serre n'est pas du tout en déclin, mais en montée. Et avec deux invités, Claude Comtois, géographe, et Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur au HEC, nous allons discuter non seulement de l'importance croissante de l'utilisation du charbon en Chine, en Asie, mais également en Europe et peut-être demain aux États-Unis. Et nous allons nous demander si cela est compatible avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous allez voir, cette discussion est assez fascinante. Donc, nous commençons après la pause, derrière le bruit entendu dans les urnes du Japon. Le Japon est connu pour ses tremblements de terre et ses raz-de-marée. Ce qui s'est produit au Japon en septembre, c'est un tremblement de terre politique et un raz-de-marée du parti de l'opposition qui a littéralement nettoyer la place du parti au pouvoir qui avait été là pendant un demi-siècle, presque sans interruption, en fait, une brève interruption de 11 mois. Donc, c'est un changement important dans le personnel politique japonais qu'on trouvait extraordinairement stable jusqu'à maintenant. Nous allons analyser avec notre invité, Bernard Bernier, merci d'être là. Bonjour. Les tenants et les aboutissants et les conséquences peut-être de ce grand changement au Japon. Alors Bernard, vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal. Vous avez publié récemment Le Japon au travail aux presses de l'Université de Montréal. Et donc, vous avez suivi cette élection historique en septembre. D'abord, dites-nous, qui est le nouveau premier ministre Yukio Hatoyama? Hatoyama Yukio, comme on dit en japonais, là, c'est le fils d'un ancien ministre du Parti libéral-démocrate et son grand-père a été premier ministre en 1955, 54-55. Donc, c'est une famille de politiciens depuis assez longtemps. On dit que ce sont les Kennedy du Japon. Oui, c'est un peu exagéré. Oui, parce qu'ils n'ont pas du tout le même charisme que les Kennedy, ils n'ont pas la même aura que les Kennedy ont aux États-Unis. Hatoyama, celui qui est premier ministre maintenant, est plutôt ennuyeux quand il fait des discours, donc c'est pas vraiment la même chose. Et du côté du compte en banque? Ils sont relativement riches, mais pas comme Aso Taro, qui lui venait du milieu des affaires. Qui est le premier ministre défait. Oui, et lui qui était parmi les hommes les plus riches du Japon. Donc, il y a une différence entre les deux. Hatoyama est ingénieur, il a un doctorat de Stanford, donc il connaît bien les États-Unis, il parle bien anglais. Et il a fini très tôt en ses études. C'est quelqu'un qui était, sans parler de génie, il était très efficace dans ses études. Alors, pourquoi ce grand changement? Donc, le Parti libéral-démocrate de Taro Aso a été défait par le Parti démocrate japonais de Hatoyama. Pourquoi ce raz-de-marée? À cause de la crise très profonde que le Japon a connue de 2008 à 2009. Sans cette crise-là, je vois mal le Parti démocrate comme prenant le pouvoir aux dépens du Parti libéral-démocrate. Le Parti libéral-démocrate est extrêmement bien organisé, avec des bases et tout, mais là, les bases l'ont laissé, parce qu'il y avait cette situation économique désastreuse. Le taux de croissance négatif de plus de 10% pour une période de quelques mois, taux de chômage le plus élevé qu'on avait connu, c'est sorti, la statistique est sortie juste avant les élections, 5,7%, et c'est sous-évalué. Et pour eux, c'est catastrophique, 5,5. 5,7 maintenant, oui. Nous, on vise, on aimerait avoir 5,5 ou 5,7, mais pour eux, c'est catastrophique. C'est catastrophique, d'autant plus que le taux de chômage est sous-évalué plus qu'ici. Il y a des artifices de calcul qui font que probablement, si on le calculait comme ici, ce serait autour de
8%. Okay. Donc, et le problème, c'est que l'assurance chômage n'est pas très généreuse. Et les systèmes de sécurité sociale non plus. Ce qui veut dire que si vous perdez votre emploi, si vous n'avez pas beaucoup de réserves, vous avez des chances de vous retrouver dans la misère. Bon, il faut dire aussi que le premier ministre sortant, Taro Asso, qui était là depuis peu, il avait remplacé son prédécesseur qui avait été pris dans un scandale, était lui-même très contesté au sein de son parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crise économique et toutes les mesures qu'il prenait étaient peu efficaces. Il était déjà pas très populaire avant la crise. C'était quelqu'un de pas particulièrement habile comme politicien, un peu très direct, mais disant des choses qui ne plaisaient pas nécessairement aux Japonais. Il y avait aussi le fait qu'il avait un train de vie particulièrement faste. Il disait, oui, mais ce n'est pas l'argent du gouvernement qui paye pour ça, c'est mon argent, moi. Mais il allait dans les restaurants les plus chers, payait des milliers de dollars pour un repas. Donc, ça, c'était pas tellement bien vu. Oui, dans une période de restriction budgétaire pour tous. Oui, c'est ça. Bon, il faut dire que les deux grands partis ne sont pas idéologiquement très différents. C'est pour ça que j'ai parlé d'un changement de personnel politique, mais pas nécessairement d'un changement d'orientation politique. Est-ce que ça pourrait changer maintenant? Ça pourrait changer, mais j'en doute. La raison pour laquelle j'en doute, c'est que la majorité des membres du Parti démocrate viennent du Parti libéral-démocrate. C'est une scission. Oui, plusieurs scissions. Oui, c'est ça. Certains ont quitté parce qu'ils trouvaient la politique du Parti libéral-démocrate pas très bonne. D'autres ont quitté à cause de scandales du Parti libéral-démocrate, mais d'autres ont quitté parce qu'ils ont été pris dans des scandales, comme celui qui était le chef du parti jusqu'au mois de février, Ozawa Ichiro, a été pris dans un scandale au PLD. Il est passé au Parti démocrate. Il est devenu un des grands défenseurs du néolibéralisme au Japon. Il était le chef du parti pendant quelques années. Il a dû démissionner à cause d'un autre scandale qui était lié au financement du parti, mais c'était son secrétaire particulier. Donc, il a été obligé de prendre la responsabilité, même s'il ne le voulait pas. Il voulait devenir premier ministre. Il est obligé de démissionner et a été remplacé par Hatoyama. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Ozawa et un autre dirigeant important, transfuge, qui s'appelle Kan Naoto, c'était les plus grands défenseurs du néolibéralisme, de l'ouverture complète du Japon, donc, la privatisation. Ils sont passés du parti gouvernemental au parti d'opposition sans heurts. Il y a eu toutes sortes de péripéties, parce qu'il y a eu toutes sortes de coalitions. En fait, le Parti démocrate, c'est un parti de coalition. C'est un parti, c'est ce qui fait qu'il y a une nouveauté par rapport à 93, où là, c'était manifestement une coalition de petits partis. Maintenant, c'est un parti, mais c'est un parti où il y a des néolibéraux, des socialistes, et entre les deux, il y a Hatoyama. Oui, donc Hatoyama qui a fait des déclarations donc, depuis son élection qui sont intéressantes. Bon, d'abord, il s'oppose à la trop forte déréglementation des marchés qui a conduit à la crise. Donc ça, au moins, il a fait son lit là-dessus. Et peut-être qu'au G20, il va être avec ceux comme Sarkozy et Angela Merkel qui vont vouloir une réglementation des marchés. Mais aussi, il a dit ce qu'on peut lire dans la presse internationale, mais ce que jamais un premier ministre d'un allié des États-Unis n'a dit. Il a parlé du déclin du dollar américain et du caractère désirable de la création peut-être d'une monnaie régionale asiatique. Alors ça, c'est quand même assez étonnant de la part d'un premier ministre du Japon. Oui, c'est étonnant. Je pense qu'il y a plusieurs points qu'il faut noter là-dedans. Tout d'abord, la mise en place d'une monnaie asiatique va être extrêmement difficile à cause de la rivalité entre le Japon et la Chine, rivalité politique, mais aussi une rivalité économique. Les Chinois se rendent bien compte qu'ils sont en pleine croissance et en pleine montée, alors que le Japon est plutôt en décroissance, ou en tout cas, disons qu'il a atteint une certaine maturité, pour être poli. Donc, il va falloir réorganiser les relations entre les deux. Hatoyama est mieux placé que les autres pour le faire, parce que il n'a pas tout le bagage des autres qui allaient au sanctuaire Yasukuni, dédié aux morts de la guerre pour l'empereur, là, donc la guerre pour la Chine. Il faut dire, là, ce sanctuaire où il y a des soldats qui ont participé à des exactions en Chine. À chaque fois que quelqu'un va à ce sanctuaire, ça provoque une réaction des Chinois. Voilà, alors lui, il n'est pas dans cette logique-là. Non. En fait, au sanctuaire aussi, il y a les 7 qui ont été condamnés à mort au procès de Tokyo. On les a déménagés là il y a quelques années. Et ça, évidemment, le symbolisme est encore plus fort. C'est-à-dire Tojo et celui qui avait
qui était le général en chef au moment du massacre de Nankin. Donc, ils sont là. Et pour les Chinois, comme les Coréens, ces visites-là, ça fait partie, disons, du nationalisme militariste japonais. Et les premiers ministres du PLD ne se sont pas gênés pour y aller. Et ça a toujours fait des problèmes. Hatoyama a dit qu'il n'irait pas. On verra ce qu'il va faire. Il y a des pressions pour qu'il le fasse. Mais, donc, le différend avec la Chine n'est pas réglé. Est-ce qu'on voit une volonté de recentrage? Parce que dans ses propos sur le déclin du dollar et le déclin de la force américaine dans le monde, l'importance d'une région asiatique, il parle même d'un genre d'union européenne pour l'Asie, donc une union asiatique. Est-ce que c'est une volonté de dire, bon, ben maintenant, je ne suis plus un allié à 100% des Américains, je vais être... je vais me recentrer un peu, je vais me rapprocher des autres pays asiatiques et de la Chine, en gardant bien sûr mon alliance avec les États-Unis, mais en faisant en sorte que je vais me déplacer un petit peu sur l'échiquier. Je pense que c'est une réaction à la crise hypothécaire qu'il y a eu aux États-Unis, qui a beaucoup affecté le Japon à cause de la baisse des exportations. Je ne suis pas sûr que s'il y avait une reprise, que le changement de politique soit si drastique que ce qu'il a mentionné. Je pense que on va en revenir un peu au statu quo pré-2008. Le Japon s'oriente vers l'Asie depuis déjà plusieurs années, économiquement. Mais les États-Unis demeurent le partenaire commercial le plus important. C'est pour ça que la crise américaine a tellement affecté le Japon. On aimerait bien ne plus être affecté de cette façon-là, mais dès que la reprise va revenir, si elle revient, les relations avec les États-Unis vont continuer à être les plus importantes du point de vue économique, même que celles avec la Chine ou l'Asie du Sud-Est. Si on prend l'Asie comme un ensemble, c'est sûr que le Japon commerce plus avec l'Asie qu'avec les États-Unis. Mais il y a une population tellement énorme en Asie, mais l'Asie n'est pas une unité. Il y a évidemment l'ASEAN, l'Asie du Sud-Est, il y a l'Inde, il y a la Chine. Mais présentement, le problème, c'est Japon et Chine. Les deux aimeraient bien être la puissance dominante du point de vue économique. Mais est-ce que ça, c'est pas du passé? Parce que la Chine, les tendances montrent bien que la puissance dominante, ce sera la Chine, ce ne sera pas le Japon. Est-ce que c'est réversible? Je pense que non, mais les Japonais ne veulent pas que la Chine devienne donc, n'ont pas intégré cette notion encore. Non, et je pense que les Japonais sont très nationalistes. Et en fait, tout le Japon moderne est fondé sur la volonté de faire du Japon la grande puissance en Asie. Ils sont devenus la grande puissance et ils ont maintenu ce statut-là après la guerre, même malgré la défaite, avec l'aide des États-Unis. C'est revenu dans les années 70, c'était une très grande puissance internationale. C'est ça, dans les années 80, il semblait que le Japon allait devenir la puissance économique et financière du monde. Tout ça s'est effondré en 90. Mais le Japon n'a pas envie de perdre cette position-là en Asie. Et Hatoyama, je suis sûr qu'il est d'accord avec tout le monde, il ne faut pas que la Chine devienne la première puissance. Je pense qu'ils n'y peuvent rien, mais ils vont tout faire en sorte, que le Japon demeure une puissance importante. Bernard Bernier, on va parler d'un personnage qui maintenant prend sa place au devant de la scène japonaise. C'est la première dame du pays, Miyuki Hatoyama. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je ne la connais pas tellement, je connais plus son mari, mais c'est une ex-danseuse d'une troupe très connue au Japon qui avait été fondée dans les années 1910-1920, qui est devenue un instrument de propagande dans les années 30 et 40. C'est une troupe où le personnel est seulement féminin et où on joue les rôles d'hommes et de femmes. C'est surtout des genres de revues à la Las Vegas, donc chanter, danser et tout. Plus habillés. Oui, plus habillés, oui. D'accord. Mais au Japon, c'est très populaire, mais les gens du spectacle au Japon sont considérés un peu comme des gens inférieurs. C'est-à-dire... depuis même la période Edo, donc avant 1868, les gens du spectacle étaient considérés comme des non-personnes, donc comme des gens à l'extérieur de la société. Alors, cette première dame, elle a des idées intéressantes. Donc, elle écrit des bouquins à la fois sur la décoration, sur la cuisine, mais elle affirme qu'elle a fait un voyage à Jupiter dans un ovni. Enfin, son mari dit que c'était un rêve, elle pense que c'était vrai, mais surtout, elle a rencontré dans une vie antérieure Tom Cruise.
Vous savez pourquoi? Parce que Tom Cruise a joué dans un film, Le Dernier Samouraï. Oui. Et elle espère faire un film avec lui. Oui. Et qu'ils se reconnaîtront lorsqu'ils se verront. Oui. Est-ce que ça fait un peu désordre, non, comme première dame du pays? Oui, c'est un peu spécial. Le Japon est assez spécial pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on est très conformiste et les choses sont très compartimentées, mais on tolère un peu des fantaisies aussi des fois. Et je ne sais pas comment les gens vont réagir. Madame Hatoyama, je ne pourrais pas vous le dire. Mais il est possible qu'on prenne ça à la blague aussi et que finalement, ce qui va devenir important, c'est les politiques que Hatoyama va mettre en place, plus que son épouse qui a l'air particulièrement spéciale. Bien sûr. Alors, Bernard Bernier, je rappelle votre bouquin, Le Japon au travail, qui a été publié il y a quelques mois aux presses de l'Université de Montréal. Merci de nous avoir éclairé sur ce changement au Japon. Et comme plage musicale, puisque la première dame s'intéresse à Tom Cruise, on a pensé utiliser le thème musical du film The Last Samurai. Merci, à la prochaine. Merci. En profondeur cette semaine, nous allons parler de Chine, d'émissions de gaz à effet de serre, mais nous allons le faire dans cette préparation au Copenhague que l'on fait avec vous depuis quelques semaines, à travers le minerai ou la matière première la plus sale qui soit, le charbon, et c'est une des matières premières, pas du passé, mais de l'avenir. Voilà ce qu'il faut se mettre en tête, et pour en parler, deux invités qui connaissent bien le sujet. Claude Comtois, merci d'être avec nous. Claude, vous êtes professeur au département de géographie, membre et ancien directeur du CETAS, le Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est, qui est une unité affiliée au Cerium. Vous avez publié cette année chez Routledge, vous êtes co-auteur de The Geography of Transport Systems. Exact. Et Pierre-Olivier Pinault, merci d'être avec nous. Pierre-Olivier, vous êtes professeur au service de l'enseignement des méthodes quantitatives de gestion au HEC, vous êtes spécialiste des questions d'énergie. Vous êtes aussi co-directeur du CIREC, qui est un centre de recherche sur les cycles de vie. Et un des derniers textes parus à paraître, The Value of Unused Inter-Regional Transmission, Estimating the Opportunity Cost for Quebec. En fait, c'est une étude, je l'ai lue, sur l'organisation de la production et de la transmission de l'électricité et comment on pourrait générer plus de richesse en transformant cette utilisation. Et c'est publié dans The International Journal of Energy Sector Management. Bon, alors, vous avez participé tous les deux à l'école d'été sur la Chine, sur les questions d'énergie. Claude Comtois, vous avez dit qu'il fallait investir dans le charbon parce que c'était la matière première de l'avenir. Pourquoi? Bon, d'abord, en ce qui concerne la Chine, il faut comprendre que les 2/3 des approvisionnements énergétiques de la Chine reposent sur le charbon. Ce volume-là n'ira pas en diminuant, ça va aller en augmentant. C'est vrai pour la Chine, c'est également vrai pour d'autres pays, d'autres régions du monde. On pense notamment à l'Europe, où on va assister à une augmentation de la consommation de charbon, ne serait-ce que parce qu'il existe une limite à la construction d'hydroélectricité. L'Europe n'a pas de pétrole comme tel, les apports en mer du Nord. On ferme les centrales d'énergie nucléaire. Il résulte, la seule solution repose sur le charbon. C'est également vrai aux États-Unis. Et vous dites que vous étiez récemment et vous avez vu donc des amoncellements de charbon sur les ports d'Allemagne, et ce charbon venait... Essentiellement, dans les ports d'Allemagne, le charbon provenait d'Afrique du Sud. Et le charbon est acheminé en très fort tonnage jusqu'au port de Rotterdam, et ensuite déchargé. Le port de Rotterdam conserve des réserves pour environ 90 jours. Et le charbon est acheminé par barge sur le Rhin jusque dans les ports intérieurs allemands. Alors qu'il y en a du charbon en Europe, là, en Pologne, juste à côté, ils ont des mines de charbon. Vous avez tout à fait raison. Il existe des mines de charbon en Pologne. Traditionnellement, le charbon provenait de Pologne pour aller en Allemagne.
Mais les entrevues que j'ai menées récemment en Europe témoignent que suite à l'intégration de la Pologne à l'Union européenne, on assiste à une égalisation des taux de profit, une égalisation des salaires, et les Allemands, ou certaines firmes allemandes, ont réalisé que ça devient moins coûteux faire venir du charbon d'Afrique du Sud par bateau, ne serait-ce en fonction de la taille des volumes, que de faire venir du charbon des mines de Pologne par chemin de fer. Essentiellement à cause des coûts de main-d'œuvre, des coûts d'extraction. Des coûts de main-d'œuvre, des coûts d'extraction, et du fait que le volume n'est pas présent par rapport à la taille des navires contemporains, qui sont des 350 000 tonnes, qui permettent d'acheminer d'énormes quantités de charbon à faible coût sur de très longues distances. Une question d'économie d'échelle. Bon, alors puisque ces économies vont croître, en Chine en particulier, vous avez cette statistique qui est ahurissante, la consommation de charbon et aussi d'autres hydrocarbures en Chine d'ici 25 ans va produire, si rien n'est fait, plus de gaz à effet de serre que n'en produisent en ce moment les États-Unis et le Japon combinés. Absolument. Bon, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Alors donc, je voulais qu'on mette cette table-là au charbon pour montrer que la grande question qui se pose si on veut réduire les gaz à effet de serre qui proviennent de l'utilisation du charbon, c'est la capacité de réduire donc l'empreinte écologique de ce charbon. Alors, Pierre-Olivier Pinault, c'est un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que c'est possible, le fameux clean coal, du charbon propre, est-ce que c'est possible? Alors, techniquement, oui, c'est possible. Alors, clean coal, il y a deux sens dans lesquels on l'entend. C'est enlever les particules fines, SOx, NOx du charbon. Les États-Unis le font. Ça fait déjà une vingtaine d'années que ça se fait et que c'est assez, ça fonctionne assez bien. Mais pour le rendre parfaitement propre, il faudrait réussir à capturer, séquestrer et enfouir les émissions de CO2. Et encore une fois, c'est une technologie qui est disponible, qui se fait, mais à un très faible niveau, essentiellement dans des champs pétroliers où on envoie du CO2 qui a été capturé pour améliorer la productivité des puits de pétrole et des puits de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on renvoie ce gaz dans le puits pour augmenter la pression, pour faire monter le pétrole. Exactement. Bon. Et donc ça se fait, et ce CO2 reste sous terre. Mais c'est des quantités de CO2 qui sont très faibles comparées à ce qu'une centrale thermique au charbon émet comme CO2. Et l'idée, ça serait d'avoir d'immenses puits dans lesquels on injecterait ce CO2 qui sortirait des centrales thermiques au charbon. C'est-à-dire qu'on fait brûler le charbon pour faire tourner des turbines pour produire de l'électricité, ce qui est une part considérable même de la production électrique américaine, on ne parle même pas de la Chine. Plus de 50% de la production américaine d'électricité est liée à la combustion du charbon. Bon, et là, il y a ces énormes cheminées, et là, il y a les gaz. Alors, il faut prendre ces gaz, ou plutôt de mettre un tuyau au bout de la cheminée et de les rentrer dans un puits. Voilà. Et là, le grand problème, pourquoi est-ce que le maintenant vice-président Joe Biden a dit pendant la campagne électorale, croyant qu'il n'y avait pas de micro, le clean coal, ça n'existe pas, c'est que, en fait, dans tout le nord-est américain, corrigez-moi Pierre-Olivier si je me trompe, dans tout le nord-est américain, c'est très difficile de trouver des puits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, la structure géologique ne permet pas ce stockage. Alors c'est un des problèmes. Les autres problèmes devant cette séquestration du CO2, c'est qu'on réduit l'efficacité des centrales thermiques par un fort pourcentage, parce que ça demande de l'énergie de capturer et réinjecter ce CO2, ça demande de l'énergie. Cette énergie-là, c'est de l'énergie électrique qui serait produite par la centrale, mais qui ne serait plus disponible à la vente. Donc on réduit la productivité, l'efficacité de la centrale thermique. Il faut construire des pipelines pour amener ce CO2 là où on aurait un réservoir qui serait géologiquement adéquat, et ce qu'on n'a pas dans beaucoup d'endroits. Donc, on parle dans certains cas de plusieurs centaines de kilomètres de pipeline. Exactement, ce qui coûte très cher à construire, et ce qui, à chaque nouvelle pipeline, on doit faire des audiences publiques, demander des permissions. Il y a un processus réglementaire extrêmement long qu'on arrive à peine à réaliser dans le cas du gaz naturel ou du pétrole. Alors si on ajoutait en plus des pipelines pour le CO2, on ferait face à des problèmes réglementaires et des coûts supplémentaires avant même qu'on l'ait enfoui et qu'on ait préparé le terrain de façon sécuritaire pour le garder sous terre pendant des siècles. Et la crainte de dire, bon, ben, s'il y a une rupture d'un gazoduc ou d'un pipeline de pétrole, bon, on sait ce qui va se répandre, mais là, s'il y a une rupture d'un pipeline de CO2, ça va directement dans l'atmosphère.
Et donc, on a perdu les émissions qu'on avait pensé éviter. Ceci dit, il ne faut pas non plus penser que c'est le genre de choses qui peut arriver si fréquemment que ça. Les pipelines, les questions sécuritaires ou les questions d'échappement du CO2 au niveau des pipelines sont marginales. Et d'après ce que j'ai lu sur des géologues qui sont penchés sur la question, on peut avoir confiance que ces cavités géologiques contiennent le CO2 à long terme. Bon. C'est plus une question de coût énorme en investissement et en réduction de la productivité des centrales thermiques au charbon qui sont les obstacles à surmonter et qui font dire à plusieurs, dont moi-même, que cette option-là est en fait une illusion technologique qui ne peut pas être considérée comme une vraie solution au changement climatique, à la réduction des gaz à effet de serre. Claude Comtois, votre avis? C'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas encore au point. C'est extrêmement coûteux. Mais de toute évidence, les grands pays industriels devront trouver des solutions technologiques. Ne serait-ce que pour réduire les coûts. Je suis d'accord avec mon collègue, c'est extrêmement coûteux. Il y a des problèmes environnementaux qu'il faudra identifier et résoudre, ça va sans dire. Et une autre alternative, ce serait de trouver tout simplement un vaste portefeuille d'opportunités énergétiques dans le but de répondre à la demande qui n'ira pas en diminuant. La demande d'énergie va aller en augmentant, partout dans le monde, pas juste en Chine. Mais donc, trouver un autre portefeuille, c'est-à-dire trouver d'autres sources d'énergie. D'autres sources d'énergie et de s'assurer d'en arriver à une économie d'énergie. Il y a beaucoup de pertes dans la transmission d'énergie, dans la combustion de l'énergie. Il y a énormément de pertes. Et il va falloir trouver des réponses à ça. Avant de penser à trouver d'autres puits de pétrole, commençons par utiliser au maximum les sources de combustible qui sont déjà à notre disposition. Bon, par exemple, cette idée de captation de CO2, le gouvernement américain, celui de Barack Obama, celui de Stephen Harper aussi, promet des sommes considérables pour aider la recherche. Bon, et ça se pose avec les gaz à effet de serre qui sortent des sables bitumineux. Il dit, bon, on va faire de la captation de CO2. Est-ce que là, il y a des raisons de penser que ça marcherait mieux en Alberta que pour des centrales au charbon? En Alberta, là où il y a un avantage concurrentiel, c'est que le CO2 peut avoir un gain de productivité dans les puits de gaz naturel et les puits de pétrole. Ce qui veut dire que, non pas pour les sables bitumineux, pour les puits de pétrole conventionnels et pour le gaz naturel, le CO2 qui pourrait être disponible pourrait être utilisé à augmenter la productivité. Ce qui est un peu un cercle vicieux, parce qu'on capte ce CO2 pour produire plus de pétrole qui va lui-même émettre du CO2. Mais d'un point de vue économique, il y aurait un avantage pour l'Alberta, parce qu'effectivement, il y a des lieux où, géologiquement, on pourrait capter ce CO2. Ils sont vraiment bénis des dieux, là. C'est Bernard Landry qui disait, en Alberta, ils creusent un trou en espérant trouver du pétrole, et s'ils trouvent du gaz naturel, ils pleurent parce qu'ils sont malheureux. Alors là, vous me dites, c'est un des endroits où la captation de CO2 pourrait effectivement être rentable. Rentable, en tout cas, un coût moindre. Un coût moindre, et il nécessiterait des grandes subventions. Et c'est un processus qui est déjà entamé. Le gouvernement d'Alberta a promis 2 milliards de dollars pour des projets réels et sur lesquels les compagnies soumettent des projets. Et le gouvernement fédéral a déjà débloqué 200 millions de dollars pour la Saskatchewan pour construire une centrale thermique au charbon avec captation et stockage du CO2. Mais là, donc, on est en train de favoriser un secteur de production d'énergie, qui est celui du charbon ou celui polluant, en disant, bon, l'État va fournir des sommes considérables pour amortir le choc des coûts que cette technologie induit lorsqu'on essaie d'en réduire les émissions. Est-ce que, et puis là, j'avoue mon ignorance totale, est-ce que face à cette situation, si on se dit le charbon va continuer à augmenter sa part globale dans la production d'énergie sur la planète, ne serait-ce qu'en prenant seulement la Chine, on sait que ce charbon est un polluant énorme, on sait, plusieurs d'entre vous, les experts, disent que les technologies d'atténuation, en fait, ne sont pas réalistes. Elles ne sont pas réalistes dans un pays extrêmement riche comme les États-Unis, alors encore moins en Chine où les infrastructures sont vieillissantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez comprendre d'abord que les réserves de charbon sont plus importantes que les autres combustibles fossiles. Et c'est plus facile à extraire. Alors, c'était la voie la plus économique en termes d'économie de marché à adopter. Il est vrai que, comme l'a dit mon collègue avec justesse,
il est vrai que les méthodes de capture de CO2, qui soient en termes économiques, en termes de performance, etc., c'est pas encore au point. Il faudra y arriver. Mais les gouvernements avaient peu d'alternatives devant eux. Les entreprises non plus. Alors, ils se sont dit, quelle est l'autre solution? Quelle est l'autre alternative? Et là, les autres alternatives sont encore plus coûteuses. Alors, on dit, on va essayer d'utiliser celle-ci. Ça ne veut pas dire que les autres sources d'énergie sont à négliger. On va construire encore des barrages. On va essayer de développer des cellules photovoltaïques. On va essayer de faire de l'énergie éolienne, l'énergie solaire, marémotrice, etc. Dans ce contexte-là, oui, on va essayer de trouver un portefeuille d'alternatives dans le but de répondre à la demande d'énergie qui, elle, ne va pas en diminuer. C'est ça, mais en termes d'échelle, on dit, bon, tout ça est bien, tout ça est efficace, mais ça peut, pour ce qui est de l'augmentation des besoins énergétiques de la Chine, ça peut peut-être amortir 2, 3, 5, disons 8% de leurs besoins énergétiques, mais le reste, le 82% qui reste, on retombe encore sur du charbon et du pétrole. Dans le scénario de M. Comtois, où le charbon reste dominant et croît dans son usage, est complètement incompatible avec les scénarios de réduction des émissions de gaz à effet de serre de CO2. Donc là, on a deux scénarios qui sont incompatibles, ou alors un coût extrême en termes de captage et de stockage, et un coût qui est aussi réaliste, parce que personne n'accepterait de payer ce coût-là du captage. Donc, effectivement, si les négociations sur le changement climatique échouent, on va avoir plus d'usage du charbon. Si les pays s'entendent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir utiliser moins de charbon, c'est évident, et il va y avoir forcément des alternatives qui vont devoir être trouvées. C'est pas en Chine qu'on va commencer ces alternatives, parce que c'est pas là où les alternatives sont les plus abordables. C'est véritablement dans les pays qui ont plus de technologie, plus d'inefficacité dans leur système, comme les pays occidentaux, où en termes de transport, en termes d'électricité, il y a des grands gains à réaliser dans l'efficacité de la consommation, l'efficacité de l'allocation de l'électricité entre les régions, et au niveau du transport, comme je le disais, dans des nouveaux modes de transport qui sont moins énergivores. Et si on nous donne 15 ans pour réduire nos émissions en Occident et que pendant ces 15 années-là, on développe des technologies qui deviennent compétitives et qu'on peut transférer à la Chine et à l'Inde, et bien dans ce cas-là, on va pouvoir atteindre des objectifs. Mais c'est évident que ça demande une volonté internationale de mettre des plafonds fermes sur les émissions de gaz à effet de serre. Le fameux 80% de réduction pour l'Occident d'ici 2050. Exactement. Claude Comtois, vous avez parlé souvent avec les autorités chinoises et vous dites qu'elles sont conscientes, ces autorités, du défi écologique qui est devant eux et ils tentent de réfléchir à des solutions. Absolument. En fait, ce qui se produit, c'est que, considérant les défis en termes d'approvisionnement énergétique, les pays, surtout occidentaux, et surtout les grandes corporations privées, les grands manufacturiers qui ont des bases à travers le monde, incluant en Chine, ont commencé à mesurer et à évaluer l'empreinte environnementale des produits fabriqués et des produits transportés. Les compagnies mesurent qu'est-ce que représente l'émission de CO2, NOx, SOx pour différents types de produits manufacturés et ensuite acheminés de Chine à Chicago, par exemple. Plusieurs pays, dont le Canada, ont commencé à mettre en place des indicateurs de performance environnementale. Évidemment, ça touche le secteur énergétique, on va s'en dire. Et l'idée, c'est de mesurer quelle est l'empreinte environnementale, l'empreinte écologique de cette activité économique. Et en raison des législations environnementales présentement en application et celles qui sont à venir, on pense par exemple aux zones d'émission de soufre, les zones d'émission de carbone, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, il faut s'attendre à voir, et c'est déjà en place dans certaines régions du monde, des indicateurs de performance environnementale. Qui vont servir à nous dire quoi? Lorsqu'ils vont nous dire ça, qu'est-ce ils qu'on vont va être faire? capables de mesurer sur une évolution donnée, la même compagnie pourra voir est-ce que sa performance énergétique, sa performance environnementale va en augmentant, va en diminuant. Et aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui sont de plus en plus conscients des problèmes que ça pose et qui vont mettre leur argent là où
le dossier environnemental de certaines activités vont être de plus en plus verts. Mais ce qui les motive, c'est quand même le profit. Je veux dire, tant que ça n'a pas d'impact sur le profit, pourquoi bougerait-il? Tout simplement parce que les coûts de réparation, de destruction des écosystèmes sont tels que les compagnies ne sont plus en mesure de payer ces coûts-là. Moi, j'ai vu récemment dans des dossiers de fusion-acquisition où les partenaires voulaient voir quel était le bilan environnemental des compagnies avant d'autoriser les fusions et les acquisitions. Et ça se voit à plusieurs endroits du monde. Où Ils anticipent qu'un jour, on obligera la compagnie à réparer une partie des oui, et là, les compagnies se disent, moi, je n'ai pas intérêt à investir dans un site, je parle en termes géographiques, un site donné, si le bilan environnemental est négatif. C'est vrai également de certaines compagnies, je peux vous donner des compagnies maritimes, où il y avait des fusions-acquisitions qui étaient programmées, et des investisseurs ont retiré leurs billes lorsqu'ils sont aperçus que la flotte de cette compagnie maritime-là ne répondait pas aux exigences de l'Organisation mondiale maritime. Parce que là, il y a un risque financier. Il y a un risque financier. Il va falloir réparer les dégâts. Et là, ils se sont dit, non, je refuse de faire ça. Alors, on assiste déjà, je les ai vus, j'ai déjà collaboré avec des groupes dans ce secteur-là, où on développe différents types d'indicateurs pour mesurer la performance environnementale des entreprises, des régions, etc. C'est un domaine extrêmement complexe, c'est très dur à faire, mais c'est des défis de recherche, et pour ça que les universitaires sont là. Pierre-Olivier Pinault, vous voyez sourire? Je souris parce que sur tous les produits alimentaires en Occident, on a la valeur nutritive avec des indicateurs très précis sur le nombre de calories, le nombre de gras. Et malgré l'information, les gens deviennent de plus en plus gros. Alors avec tous ces indicateurs qu'on développe, un indicateur n'empêche absolument pas la pollution. Et quand je vois ce phénomène-là, je suis pour l'information. Mais il faut savoir aussi que les gens n'agissent pas sur l'information. La plupart du temps, ils ont beau savoir s'il n'y a pas des contraintes globales et institutionnelles forte sur la réduction de la pollution, ça va mener nulle part. Alors, il faut encourager ces indicateurs-là, mais il faut absolument des accords internationaux très fermes qui vont obliger tous les acteurs de réduire leurs gaz à effet de serre. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va bouger en faveur d'une réduction d'un certain nombre de ces effets, c'est le coût du pétrole. Alors, on le sait, le coût du pétrole varie tous les jours. Il y a eu une baisse à cause de la crise, mais inexorablement, le coût du pétrole va augmenter au cours des mois et des années qui viennent, augmentant ainsi le coût du transport. Vous parliez tout à l'heure du transport de charbon d'Afrique du Sud en Allemagne, mais aussi des jouets de Chine en Occident. Il y a un moment où ce coût va devenir tellement important que même le manufacturier va se replier plus proche de certains de ces zones de marché. Est-ce que vous pensez que ça va être significatif, ce changement-là? Il y a vraiment, c'est une très bonne question. La réponse couvre probablement au moins deux volets. Le premier, oui, on va probablement assister à une augmentation des échanges hémisphériques, pas nécessairement au détriment des échanges transatlantiques, transpacifiques, trans-Suez. Tout simplement que vous allez assister à une intensification des échanges au niveau des hémisphères. Ne serait-ce que lorsqu'on examine, je donne un exemple, le commerce, les exportations des pays d'Europe de l'Ouest, de l'Union européenne, près des 2/3 des exportations se font avec les pays membres. Je pourrais faire la même analyse avec l'ALENA, avec Mercosur, l'ASEAN. Bon, je n'ai pas les pourcentages de mémoire, mais vous avez ce système-là qui émerge. D'autre part, on va probablement assister à une relance du cabotage maritime. C'est-à-dire? C'est que les coûts de transport sur l'eau demeurent les plus compétitifs. C'est-à-dire plus que le train, que plus le camionnage? C'est moins polluant. Les économies d'échelle peuvent être atteintes. Et force est de le souligner, si vous regardez les grands fleuves du monde, notamment le système Saint-Laurent-Grand-Lac, il est sous-utilisé. Alors, vous avez une artère commerciale extraordinaire qui relie l'Atlantique au cœur du Midwest américain, qui est sous-utilisée. Alors, voilà une façon où on pourrait assister, en raison de l'augmentation des coûts énergétiques, à un transfert, c'est extrêmement souhaitable, de la marchandise qui est transportée par route
vers le cabotage maritime. Cabotage, parce que vous connaissez bien ces termes, donc ce sont des bateaux de petit tonnage. Des petits tonnages sur des courtes, moyennes distances. Mais vous devez également apprécier que l'industrie du camionnage fait face aussi à une crise. L'emploi dans l'industrie du camionnage, c'est-à-dire la main-d'œuvre, elle est vieillissante. Et elle n'est pas immédiatement remplacée au même rythme. Oui, alors pourquoi il n'y a pas un renouvellement de la main-d'œuvre dans le camionnage? Tout simplement d'abord parce que la main-d'œuvre de l'industrie du camionnage, elle est vieillissante. Elle n'est pas complètement remplacée. Pas la main-d'œuvre pour ça. Alors, il va falloir trouver d'autres solutions. Vous pensez que les jeunes hommes adoraient les camions? Moi, mon fils, il adore les camions. Moi aussi, quand j'étais petit aussi. Mais il faut comprendre que l'industrie du camionnage fait face à d'importants défis en termes de protection environnementale, développement durable. C'est une industrie qui est très coûteuse en termes d'investissement. Les règles sont de plus en plus sévères. On pense par exemple aux États-Unis, le port de Los Angeles a commencé à mettre en place une réglementation environnementale où les camions les plus polluants ne sont pas autorisés à rentrer dans le port. Ah, oui. Alors vous avez des... Évidemment, s'il y a une hausse du prix du pétrole, donc... Ça devient de plus en plus complexe et c'est très fluctuant. Est-ce que ça veut dire, ça peut Olivier Pinault, que bon, en ce moment, on a des fraises de Californie, des fraises du Chili. Lorsque le baril de pétrole sera à 200 $ le baril, ce sera hors de prix, ce sera du caviar, et donc il y aura quand même moins de fraises qui feront le voyage, non? Alors, à ce niveau-là, au niveau des fruits qui voyagent soit par avion, soit par camion, effectivement, il va y avoir des changements. Mais pour la majorité des biens de consommation, le coût de transport représente une très faible part du coût total. Et dans l'alimentation, par exemple, d'une manière générale, le coût final des biens alimentaires, seulement 5% est lié au transport. Donc même si le baril de pétrole augmente à 200-300 $, ça ne va avoir qu'un impact marginal sur le prix final des biens de consommation. Et c'est pour ça que ceux qui disent que uniquement le prix du pétrole qui augmente ferait en sorte qu'on aurait un rapprochement et un développement de l'économie locale, c'est des scénarios très peu probables parce que les coûts de transport, encore une fois, sont trop faibles, même avec un prix de pétrole élevé, pour ramener les industries proches. Alors, oui. Alors, je ne sais plus quoi vous dire. Non, mais quoi? Alors, au niveau alimentaire, pour avoir une production locale, il faut couper les subventions agricoles, mettre des taxes sur le carbone, pour malgré tout donner des incitatifs aux producteurs locaux de redevenir compétitifs. Il faut aussi encourager des normes de travail et environnementales égales à l'échelle de la planète pour que les pays comme la Chine, qui justement n'ont pas ces contraintes sociales et environnementales, qui sont au-delà des gaz à effet de serre, ne se trouvent pas dans des situations particulièrement désavantageuses. Et en dernier plan, et qui est un gros... Attendez là-dessus, désavantageuses, je voulais dire, parce que moi je comprends qu'à la fois la législation américaine envisage et les Français envisagent, les Européens, de mettre une taxe à l'importation pour des produits qui ont été fabriqués dans des conditions environnementales moins sévères que celles du pays importateur. Et donc, c'est le genre de taxe... Donc, ça serait très mauvais pour les Chinois. Ça serait mauvais pour les Chinois, mais encore une fois, ça ne serait pas forcément un coup de guillotine sur leur industrie, parce que ce n'est pas ce coût-là, ce coût des émissions, qui est forcément le plus grand et qui ferait augmenter les prix d'une telle manière que ça les désavantagerait. Donc, ça n'aurait pas d'impact. Ça aurait d'impact sur nos finances publiques parce qu'on aurait plus de taxation à l'importation, mais ça n'aurait pas d'impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des Chinois. Pas forcément, exactement. Et si on veut vraiment réduire les gaz à effet de serre, c'est que non seulement il faut donc donner des incitatifs économiques, mais donner des alternatives aux consommateurs. Parce qu'on pourrait taxer le carbone, mais si on ne met pas d'alternative, les gens vont continuer d'utiliser leur voiture parce qu'ils sont obligés malgré le fait qu'ils payent plus cher. Et c'est vraiment dans le développement de modes de transport alternatifs, dans des investissements en efficacité énergétique dans les maisons, dans une agriculture qui émet moins de gaz à effet de serre, parce que l'agriculture représente 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre, qu'il faut agir. Il faut vraiment penser aux alternatives en même temps qu'on pense aux contraintes qu'on met sur les gaz à effet de serre. Donc, les signaux de prix et la fiscalité ne suffit pas, il faut des politiques publiques. C'est votre avis aussi? Je pense que les questions de changement climatique sont une réalité, mais c'est un volet de la réalité. Il y a la qualité de l'air, la qualité de l'eau,
le bruit, et ainsi de suite. Les dernières études démontrent que la destruction de l'environnement ou les coûts environnementaux sur la planète affichent un chiffre d'environ 3 000 milliards. 3 milliards, c'est le coût de la dégradation. Le fait de détruire les écosystèmes, les impacts que ça a sur la société. Lorsque les gens seront tannés de payer, probablement qu'ils devront adopter des mesures. Le changement climatique, c'est un volet. Il y en a d'autres, là. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de commencer à les mesurer. Et il va falloir investir dans les travaux de recherche, les maîtrises, les doctorats, pour poursuivre des analyses dans à peu près tous les secteurs. Alors, on va finir par une chanson, quand même, pour essayer de nous apaiser après, cet assaut de science, mais aussi un peu de pessimisme. Pierre-Olivier Pinault, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Alors, j'ai choisi la chanson « À la chaîne » du groupe Carquois, qui est une chanson, en fait, sur le travail à la chaîne dans les manufactures. Alors, je ne suis pas sûr que ça ramène beaucoup d'optimisme, mais c'est une très bonne chanson et Carquois est un groupe excellent qui fait danser. Claude Comtois, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un plaisir. Pierre-Olivier Pinault, toujours bienvenue à cette émission, comme vous l'êtes. Et nous écoutons, grâce à vous, Carquois, qui interprète « À la chaîne ». Voilà, c'est tout pour notre émission cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Comme vous le savez, cette émission est diffusée sur Radio Ville-Marie et ses stations de radio régionale, également sur le canal Savoir, plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez aussi l'écouter ou la télécharger en balado-diffusion sur le site du Cerium, à www.cerium.ca. Et là, vous retrouverez aussi toutes les émissions précédentes, ainsi que les annonces pour les conférences publiques du Cerium auxquelles vous êtes invités. Ces conférences sont ouvertes au public et sont gratuites, bien sûr. Alors, je remercie l'équipe technique de Planète Terre, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev et Israël Bénédicte, et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.